Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Toute l'actualité de la principauté, c'est ici et c'est maintenant. Le coronavirus a engendré une crise sanitaire internationale. C'est une crise par conséquent économique également. Et pour favoriser le commerce en principauté, le gouvernement a souhaité délivrer une prime exceptionnelle de fin d'année par le biais de l'application Carlo, de façon à dépenser cette prime à Monaco. Nous vous expliquerons tout cela avec son créateur Antoine Barry. Faire du ski, ça va être très compliqué, en tout cas pour les fêtes de fin d'année, puisque les remontées mécaniques sont fermées en France. Les stations de ski vont-elles quand même attirer du monde? Avez-vous l'intention d'y aller? La réponse dans ce journal. Nous vous proposerons de faire un tour du côté d'un chantier sous l'hôtel Fairmont Monte Carlo. Une vingtaine d'ouvriers travaillent à la rénovation des piliers de soutènement du bâtiment. Et enfin, le musée océanographique a ouvert ses portes ce week-end, après plus d'un mois de fermeture. Nous serons avec son directeur du développement pour revenir sur cette période sombre et sur les perspectives d'avenir. Je viens de le dire à l'instant, le gouvernement vient de délivrer une prime exceptionnelle à utiliser par le biais de l'application Carlo, une application en pleine expansion. Comment fonctionne-t-elle? Avec nous, pour y répondre, son créateur, Antoine Barry. Bonsoir. Bonsoir. L'application Carlo est une application pour faire marcher le commerce monégasque et c'est ô combien important, surtout en cette période. Un rappel, quels sont les grands principes de cette application? Comment ça marche? Exactement. Donc en fait, on a une mission qui est simple, c'est de redynamiser le commerce de proximité et de motiver les utilisateurs à consommer local et à contribuer à l'économie locale. Donc pour cela, on a créé une application, Carlo App, qui récompense l'utilisateur à chaque fois qu'il effectue un achat en principauté avec 5% de cashback. Donc, s'il effectue un achat pour 100 €, il va recevoir 5 € dans un portefeuille virtuel. Il va pouvoir cumuler ce cashback, donc se créer une petite cagnotte, et le dépenser dans l'ensemble des commerces participants à Monaco. Les fonctionnaires et agents de l'État ont reçu en fin de semaine dernière, là, dans leur boîte aux lettres, une prime exceptionnelle que l'on doit utiliser via l'application Carlo. J'imagine qu'il y a eu un grand boom ce week-end dans les boutiques. Vous avez pu le constater, ça ? Exactement, donc un très gros boom. De nombreux utilisateurs donc, ont utilisé Carlo et ont contribué à l'économie locale ce week-end. Donc les fonctionnaires ont reçu un code top-up qui permet en fait de recevoir ce bon cadeau en version digitale sur Carlo. Leur cagnotte, donc ce portefeuille virtuel, est crédité d'un certain montant et qui va pouvoir être dépensé dans l'ensemble des commerces participants à Monaco. Et vous étiez préparé justement à ce succès, entre guillemets, c'est-à-dire que là, jeudi, vendredi, les fonctionnaires donc, ont reçu leur courrier, leur prime. Ce week-end, c'est juste avant Noël. Vous étiez préparé à ça? Le serveur a fonctionné comme il faut? Très bien, donc oui, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille sur le projet, donc en collaboration avec le gouvernement, avec le Qualcomm Office. On était assez préparés, on s'attendait à un gros week-end, mais il faut dire qu'il y a eu énormément de téléchargements, énormément de requêtes, et notre serveur a un petit peu chauffé, donc on a fait le nécessaire pour l'upgrader, et donc samedi, je pense que quelques personnes ont dû pouvoir rencontrer ce petit problème de connexion, mais tout est résolu aujourd'hui. Voilà, victime du succès. Combien de personnes possèdent l'application Carlo sur leur smartphone en tout, là? Donc aujourd'hui, on est à 10 000 utilisateurs. Et ils étaient combien avant ce week-end? Avant ce week-end, on tournait autour de pratiquement 7 000, 6 500. Est-ce que vous attendiez à une telle réussite quand vous avez proposé cette application il y a quelques mois, il y a pas mal de temps maintenant? Vous attendiez à ce que ça fonctionne autant? Donc c'est depuis maintenant 1 an et demi, donc depuis l'été 2019 qu'on est lancé. Et bien sûr que notre objectif, c'était que ça soit un succès, que l'on puisse vraiment motiver l'ensemble de la population à acheter local, à trouver une motivation et à les récompenser pour leur contribution à l'économie locale. L'objectif, c'est de créer un système vertueux sur le long terme et pourquoi pas répliquer Carlo dans d'autres villes, toujours à circuit fermé, et pouvoir exporter cette idée qui a fonctionné à Monaco dans d'autres villes européennes. Au niveau des commerçants, ça a dû faire boule de neige. Là, j'imagine que maintenant, de plus en plus de commerçants veulent faire partie de Carlo. On compte aujourd'hui à peu près 130 commerçants aujourd'hui qui sont sur l'application. On en rajoute chaque jour. De nombreux commerçants nous rejoignent et de tous les types de commerces. Donc vous avez du prêt-à-porter, des services, de la restauration, des bijouteries. Vraiment tout type de commerce rejoignent notre programme. Nous sommes allés justement à la rencontre de certains commerçants pour avoir leur point de vue et savoir ce qu'ils pensent de cette application. On les écoute, ils sont au micro de Juliette Rappert et on se retrouve, si vous le voulez bien, juste après. Ça touchait des clients que l'on a habituellement, mais également des personnes que l'on voit moins souvent. Ça fait presque la majorité de notre journée, y compris par exemple ce dimanche où normalement on n'aurait eu personne. Et Barry et moi, on a travaillé alors que normalement c'est 0, quoi. Le fait d'avoir mis ça en place, on a
vraiment beaucoup de monde et des nouveaux clients justement qui viennent pour utiliser Carlo. Donc c'est cool, ça fait découvrir la boutique pour certaines personnes, et en même temps ça fait dynamiser le commerce. Et il y a des gens que je n'avais jamais vus, donc c'est très bien. Bon, mes clientes, de toute façon, elles viennent, elles sont contentes d'utiliser l'application. Et je vous dis, j'ai fait connaissance de nouveaux clients que j'espère bien fidéliser. Voilà la réaction de quelques commerçants affiliés à l'application Carlo. Antoine Barry, on peut désormais aussi utiliser sa carte bancaire via votre application. Et on avait toujours cet objectif d'évoluer en une application de paiement mobile. Donc aujourd'hui, Carlo est vraiment une application de paiement mobile à part entière qui vous récompense à chaque fois que vous effectuez un achat à Monaco. Et comment pouvez-vous garantir la sécurité de ces paiements ? Donc on a un partenariat avec un établissement de paiement agréé par la Banque de France et par la CPR, qui lui en fait traite toutes les données bancaires. Et c'est comme ça qu'on sécurise les paiements. Nous, en tant que Carlo, on ne récolte aucune donnée bancaire aujourd'hui. Tout passe par notre prestataire de paiement agréé par la Banque de France. Antoine Barry, merci. Merci à vous, merci. On passe au point info avec vous, Frédéric Hélion, et ce point sera sportif. Et on commence par du basket, Fabien, et un match en retard de la 4e journée de Jeep Elite. La Roca Team a renversé Paula Cortez hier soir pour signer un 5e succès en 6 matchs de championnat. Menés de 18 points à la mi-temps, les joueurs de coach Mitrovic ont réalisé une grosse deuxième période pour l'emporter 90-86, grâce notamment à Rob Gray et Mathias Le Sort, auteurs de 38 points à eux deux. Moins de réussite en revanche pour les footballeurs monégasques. Oui, fin de série pour les joueurs de Niko Kovac qui restaient sur 4 victoires consécutives en championnat, mais qui se sont inclinés hier après-midi dans un choc de haut de tableau sur la pelouse de Lille. Une défaite de buts à 1, Pietro Pellegrini est l'unique buteur monégasque de la rencontre. L'ASM est 5e au classement à 3 points du podium. On termine par de la Formule 1 et un Grand Prix de Sakir complètement fou. Sergio Pérez aura dû attendre 190 courses pour décrocher la première victoire de sa carrière en Formule 1. Le pilote mexicain s'impose au terme d'un Grand Prix à rebondissement devant le Français Esteban Ocon et le Canadien Lance Stroll. Parti 4e, Charles Leclerc a dû abandonner dès le 4e virage du premier tour suite à un accrochage avec Sergio Pérez, le futur vainqueur de la course. Dernier Grand Prix de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi. Toujours en sport auto, belle performance d'ensemble d'Arthur Leclerc qui termine 2e du championnat de Formule 3 régional. Merci Frédéric, on reste dans le domaine sportif avec une discipline que l'on pratique l'hiver et qui fait actuellement polémique, le ski. Pour le moment, les remontées mécaniques dans l'Hexagone sont fermées et devraient l'être pour les fêtes de fin d'année. Plusieurs régions opposées à ces fermetures ont saisi le Conseil d'État. De plus, le gouvernement français incite fortement à ses ressortissants de ne pas aller skier à l'étranger. Et vous, en principauté, qu'allez-vous faire ? Avez-vous quand même l'intention de monter dans les stations voisines ? Juliette Rappert a mené son enquête. J'aimerais partir à la neige, pas forcément skier, mais partir en station pour faire de la luge, manger au restaurant. Tout simplement pour le plaisir de la glisse. Et pourquoi je dirais pas ? Parce que c'est pas ouvert. J'aurais aimé, oui, en espérant que ça réouvre, juste pour le ski vraiment. Et j'aurais aimé monter à Isola. J'aimerais bien partir au ski, ouais. Je vais partir en montagne cet hiver. Mais bon, pour le moment, apparemment, on ne peut pas vraiment skier. Donc on verra ce que ça donne. J'avais prévu pour les fêtes de fin d'année, mais finalement, on a dû annuler parce que les stations sont fermées jusqu'à mi-janvier. Après, on verra si février, c'est possible d'y aller. Ouais, j'irai personnellement. Il faut toujours garder un espoir, peut-être en février, nous verrons bien. Je propose de faire un tour du côté d'un chantier pour le moins original. Il se situe sous l'hôtel Fairmont Monte Carlo. Une vingtaine d'ouvriers travaillent ainsi à la rénovation des piliers de soutènement du bâtiment. Alexandra Pani s'est rendue sur place. C'est une rénovation pour le moins complexe qui se déroule actuellement sous le tunnel Louis II. Les poteaux qui supportent le bâtiment du Fairmont Monte Carlo ont souffert de leur proximité avec l'eau de mer et pour stopper l'effet de corrosion, un important chantier a été lancé. Tous les ans, on refait 5 poteaux avec des méthodes traditionnelles, marteau-piqueur et avec tous les risques et petits chantiers. Donc on a décidé de faire une grosse rénovation de l'ensemble des poteaux avec des techniques plus modernes, moins invasives, de l'hydrodémolition et en faisant des réparations avec des matériaux pérennes. Tenir 50 ans sans réaliser d'importantes réparations.
Une vingtaine d'ouvriers répartis sur le chantier avec notamment des plongeurs pour les réalisations sur les parties immergées des pylônes. Une attention est portée à l'eau contaminée par les travaux. Un système de pompage et de décantage a été installé ainsi que des barrières anti-pollution. En tout, ce sont 40 piliers à traiter et restructurer. Il y a une phase de démolition qui se fait essentiellement avec des techniques qui occasionnent beaucoup moins de bruit et de vibrations dans les piles, à savoir une technique d'hydrodémolition qui consiste à envoyer un jet d'eau sous très haute pression pour désagréger le béton d'enrobage de chacune des piles et arriver aux aciers. Voilà. Ensuite, il y a une préparation du béton qui est ainsi dégagé, de remplacement des armatures qu'on peut trouver certaines fois corrodées. Pour finir, des demi-coques en béton très haute performance enserreront les piliers sur toute la hauteur émergée pour constituer une carapace de protection contre les sels de mer. À noter que chaque week-end, le trottoir est rendu aux piétons. La fin des travaux est prévue au plus tard pour le printemps 2023. Il était fermé depuis un mois environ, Covid oblige, et c'est une véritable institution de la principauté, un symbole de l'environnement et du milieu marin. Je veux parler du musée océanographique. Avec nous, son directeur du développement, Bernard Reillac. Bonsoir. Bonsoir. Le musée océanographique vient de rouvrir ses portes, enfin, j'ai envie de dire. Oui, nous on est vraiment ravis, au bout de 5 semaines, de réouvrir le musée océanographique. Et donc la première ouverture effective a été ce week-end. Et donc on est vraiment ravis de retrouver nos visiteurs. Comment avez-vous vécu cette période de fermeture ? Écoutez, c'est toujours des périodes à la fois complexes parce qu'on est fermé et que par définition on aimerait accueillir nos visiteurs, mais en même temps on a continué en effet à travailler avec l'objectif de pouvoir les réaccueillir dans les meilleures conditions depuis samedi donc. Et oui, c'est ce que j'allais dire, pendant ce temps-là, le musée océanographique lui continue de fonctionner, il faut s'occuper de tous ces pensionnaires. Oui, bien sûr, il y a une activité quotidienne qui est mise en œuvre, et en particulier par notre service aquariologie, pour s'occuper de nos pensionnaires. Est-ce que les animaux réagissent différemment quand il y a du public ou sans public ? Est-ce qu'il y a une différence ? En effet, quand il y a moins de mouvement, par définition, c'est un peu comme dans le milieu naturel, on va dire, nos pensionnaires en fait se comportent peut-être un peu différemment, mais je pense qu'ils sont eux aussi impatients d'attendre à nouveau nos visiteurs. Vous avez une idée du manque à gagner durant cette fermeture ? Écoutez, là c'est encore difficile à évaluer, donc je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais comme vous l'imaginez, on dépend majoritairement de nos recettes, donc quand il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de recettes, donc le manque à gagner est important. Et là, le résultat de ce week-end, est-ce que les visiteurs étaient au rendez-vous ? Ils sont venus en nombre ou ça a été une reprise un peu timide ? Alors c'est, on va dire, par rapport à nos objectifs, on a réouvert, en gros, pour situer un petit peu les choses, on a fait environ 360 visiteurs samedi et un peu plus de 250 dimanche. Donc il est vrai que dans cette période, à la fois il y a l'allègement, on va dire, des mesures de confinement qui jouent en effet en notre faveur pour pouvoir réaccueillir des visiteurs, mais on a aussi une activité habituelle de type arbre de Noël qui est par définition moins forte cette année, donc il y a un impact sur nos visites. Un rappel, quel est le protocole sanitaire qui est mis en place quand on vient visiter le musée ? Alors le protocole sanitaire, j'en suis la démonstration, c'est évidemment en premier lieu le port du masque. On a également une jauge qui est limitée, donc qui permet en fait d'accueillir la moitié de nos visiteurs par rapport à notre jauge habituelle, donc ce qui permet de fluidifier, on va dire, le parcours. On a un sens de visite qui est proposé aux visiteurs de manière à éviter le maximum, on va dire, les croisements et les attroupements. Et puis évidemment, on a la mise à disposition de gel dans différents endroits du musée et on invite régulièrement nos visiteurs, évidemment, à respecter ces gestes. Et des activités ou des animations sont prévues pour ces fêtes de fin d'année ? Oui, bien sûr, évidemment, en famille ou entre amis, on va pouvoir participer à de nombreuses animations. Donc à la fois autour de notre programme Corail, dans la salle Immersion qui est derrière moi, notre équipe d'animateurs propose en fait une découverte des espèces que nos visiteurs peuvent découvrir de manière interactive, mais là du coup avec un point de vue plus pédagogique. Mais on va également trouver des animations dans notre salle de conférence. Et puis on a aussi nos incontournables comme le bassin tactile qui a été adapté spécialement pour être encore en fonctionnement en fait, pendant cette période
avec ces contraintes sanitaires, donc qui permet vraiment de découvrir du coup l'animation de manière presque privative, j'allais dire, en famille. Et puis surtout, on a également notre nouveauté qui est l'escape, qui va permettre en fait aux visiteurs du coup de vivre une demi-heure ou une heure, une aventure plutôt sympa pendant toutes ces vacances. Bernard Reillac, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Frédéric Hélion, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en bref. Vous allez nous parler des fêtes de fin d'année dans le milieu scolaire. Avec notamment cet atelier crèche organisé par l'association Les Petits Écoliers de Monaco pour les élèves de CP de l'école FANB. Les enfants ont pu découvrir cette crèche et assister à sa bénédiction par le père Claudio, l'aumônier de l'établissement. Un hommage à Valéry Giscard d'Estaing sera rendu à la Maison de France. À la Maison de France, l'ambassade de France à Monaco ouvre un registre de condoléances du lundi 7 au vendredi 11 décembre de 9h à 13h et sur rendez-vous l'après-midi afin de rendre hommage à l'ancien président français. Mercredi 9 décembre, une minute de silence sera observée à midi à la Maison de France à huis clos et le drapeau princier sera mis en berne. On termine avec ce rendez-vous pour les amateurs de musique. La grande finale de l'émission Prodige sera diffusée demain soir sur France 2. Parmi les 9 finalistes, la jeune pianiste monégasque Stella Almondo qui prévoit de jouer la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Rendez-vous à 21h05 demain soir sur France 2. Allez, on passe à la météo. Quelles sont les prévisions pour ce mardi ? Après un lundi très ensoleillé, Fabien, retour d'une perturbation. Mardi, avec une journée où le ciel sera bien couvert, des pluies et orages sont attendus dans l'après-midi. Côté température, il fera 7 degrés le matin et 9 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h50 pour se coucher à 16h54. Mardi 8 décembre, nous fêterons l'Immaculée Conception. Merci Frédéric. L'Immaculée Conception, un jour férié à Monaco. Mais qu'à cela ne tienne, nous serons présents pour une nouvelle édition ce mardi sur Monaco Info. On se quitte avec les photos du jour consacrées à des travaux de consolidation de la falaise proche de la tête de chien, la Turbie. Des travaux souvent acrobatiques. Et ça sera l'objet d'un reportage que vous retrouverez justement mardi soir. En attendant, ces clichés sont signés Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et surtout, portez-vous bien.